La communauté internationale est lassée des vaines promesses des dirigeants sud-soudanais et des multiples cessez-le-feu violés depuis le début du conflit 2013. Le nouvel accord de paix signé a été accueilli jeudi avec prudence. En Guinée, au moins 4 personnes ont été tuées ces derniers jours lors d'éboulements dans 2 mines artisanales. Des milliers de personnes risquent leur vie en exploitant clandestinement le sous-sol. Au Zimbabwe, le bilan de l'épidémie de choléra qui s'est propagée de la capitale vers plusieurs régions du pays est monté à 24 morts. Il s'agit là d'un nouveau bilan officiel publié ce jeudi par l'OMS et le ministère de la Santé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information sur SICA, le nouvel accord de paix signé par le président soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar a été accueilli jeudi avec prudence, voire scepticisme. La communauté internationale, en effet, est lassée des vaines promesses des dirigeants sud-soudanais et des multiples cessez-le-feu violés depuis le début du conflit fin 2013. Reportage. Le fameux accord est le fruit d'une intense pression diplomatique, avec notamment un embargo sur les armes imposé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il a été obtenu au terme d'un processus ayant duré de nombreux mois sous l'égide de l'organisation régionale IGAD. Avec la signature de l'accord revitalisé, nous devons reconnaître publiquement que ce n'est qu'un pas sur le chemin de la paix, mais un pas qui jette les bases de tout ce qui suit. Aujourd'hui, pour conclure, avec un accord de paix plus inclusif, cet accord revitalisé, s'il est bien mis en œuvre, promet une paix et une prospérité durable dans la République du Sud-Soudan. L'accès humanitaire continue d'être bloqué physiquement et bureaucratiquement. Les travailleurs humanitaires étant expulsés, détenus et physiquement blessés. Cette année, alors que les pourparlers progressent à Addis Abeba et à Khartoum, 13 travailleurs humanitaires ont été tués dans le sud du Soudan. Dans les rues de la capitale Juba, peu de Sud-Soudanais se sentaient l'envie de célébrer l'accord signé. Le conflit a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et poussé des millions de Sud-Soudanais à fuir leur foyer. Au Burundi, le principal opposant IS rebelle Hutu Agathon Rwasa a créé un nouveau parti politique. Le but de la création de ce parti, appelé le Front National pour la Liberté Amizero Ya Barundi, est de s'adapter aux nouvelles règles établies par la Constitution adoptée par référendum en mai afin d'obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales prévues en 2020. Reportage. Plus de 500 membres fondateurs en provenance des 18 provinces du Burundi se sont rassemblés mercredi après-midi à Bujumbura pour une réunion constitutive du nouveau parti du principal opposant burundais, Agathon Rwasa. Dénommé le Front National pour la Liberté Amizero Ya Barundi, le but de la création de ce parti est d'obtenir l'agrément des autorités pour participer aux élections générales prévues en 2020 au regard des nouvelles règles établies par la Constitution adoptée par référendum en mai dernier. En effet, cette nouvelle Constitution ne permet plus à une coalition d'indépendants de se présenter aux élections. La loi burundaise, elle est là. Qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas. De toute façon, elle ne reconnaît pas les coalitions des indépendants. Et si nous voulons fonctionner normalement, nous devons nous ajuster. Et en nous ajustant, il faut créer des partis politiques. Le mouvement politique, c'est ce qu'il est, mais nous plaidons à ce qu'il y ait des changements. Nous voulons que les Burundais comprennent que ce Burundi, c'est pour tous les Burundais, militants de partis politiques ou pas, et tout un chacun a quand même une pierre à apporter à l'édifice. Agathon Rwasa, leader historique des ex-rebelles Hutus, qui avait toujours refusé jusqu'ici de créer une nouvelle formation politique depuis son départ des Forces nationales de libération, annonce ainsi les couleurs pour la présidentielle de 2020. Une élection à laquelle le président Pierre Nkurunziza a assuré ne pas vouloir se présenter, annonce qu'il a faite en juin dernier à la grande surprise de plusieurs observateurs.
Au moins 4 personnes ont été tuées ces derniers jours lors d'éboulements dans 2 mines artisanales en Guinée. Des milliers de personnes risquent leur vie en exploitant clandestinement les mines, bien sûr, dans les profondeurs du sol. Reportage. Les accidents se sont produits dimanche et mercredi dans des mines de Kintinia, près de Sigiri, dans l'extrême nord-est de la Guinée. Pourtant, en cette période de pluies intenses, les autorités n'ont cessé d'émettre des mises en garde. La victime du premier accident est un jeune homme de 30 ans. 2 autres hommes et une femme de 20 ans ont été tués lors du second, qui a également fait une blessée. Bien que son sous-sol regorge de matières premières comme le bauxite, le diamant ou encore l'or, la Guinée est l'un des pays les moins développés de la planète. Les creuseurs artisanaux qui s'y comptent par milliers viennent notamment de Guinée, mais aussi du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Travaillant généralement pour des salaires de misère et sans la moindre sécurité, ils ne disposent habituellement que d'un équipement rudimentaire. Rien que dans la région de Sigiri, ils sont estimés à plus de 20 000 selon les autorités. Malgré les appels incessants et la décision des autorités d'interdire l'exploitation artisanale de l'or dans ces mines en cette période pour les dissuader de descendre dans les galeries, ils sont encore très nombreux à se rendre dans ces mines à la recherche de l'or au prix de leur vie. Les funérailles nationales de l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, se sont déroulées ce jeudi dans son pays natal, le Ghana. De nombreux chefs d'État et dirigeants du monde entier qui étaient présents à Accra, la capitale du pays, ont assisté aux obsèques. La cérémonie sobre et religieuse qui s'est déroulée au Centre international de conférence d'Accra, en présence du cercueil recouvert du drapeau vert, jaune, noir et rouge du Ghana, marque la fin des 3 jours de deuil national où Ghanéens et dignitaires ont pu rendre un dernier hommage à Kofi Annan. Quelques centaines de personnes ont assisté à la cérémonie officielle, dont au premier rang son épouse Nan Maria Annan et sa famille proche, ainsi que le président ghanéen Nana Akufo-Addo et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres. Également présents des chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, des représentants de l'Union européenne et la princesse Béatrice, ancienne reine des Pays-Bas, qui est une amie proche de la famille Annan. Ces funérailles, qui ont duré toute la matinée, ont été suivies d'un enterrement privé dans le cimetière militaire d'Accra. Né à Koumassi, 2e ville du pays et capitale de la région d'Ashanti, Kofi Annan a consacré 4 décennies de sa vie à l'ONU qu'il a dirigée de 1997 à 2006. Premier originaire d'Afrique subsaharienne à parvenir à ce poste, il fut également lauréat du prix Nobel de la paix en 2001. Kofi Annan est décédé le 18 août à l'âge de 80 ans à son domicile en Suisse après une brève maladie. Au Zimbabwe, le bilan de l'épidémie de choléra qui s'est propagée de la capitale Harare vers plusieurs régions du pays est monté à 24 morts. Il s'agit là d'un nouveau bilan officiel publié ce jeudi par un rapport conjoint du ministère zimbabwéen de la Santé et de l'Organisation mondiale de la Santé. Un rapport qui fait également état d'une pénurie de médicaments dans le pays. Un total de 24 décès a été enregistré depuis le début de l'épidémie, dont 23 à Harare et 1 dans le district de Masvingo, dans le sud du Zimbabwe. Des chiffres qui alourdissent le bilan qui faisait précédemment état de 21 décès. D'après un rapport conjointement publié par le ministère zimbabwéen de la Santé et l'Organisation mondiale de la Santé, la situation est compliquée par la résistance de la maladie à 2 antibiotiques, ainsi qu'au manque de médicaments, de fluides intraveineux et de vêtements de protection. Le dit rapport souligne que des médicaments pertinents devraient être achetés d'urgence une fois que les raisons de la résistance aux médicaments seront établies. Parti du quartier de Glenview dans la capitale, le choléra s'est rapidement propagé à d'autres secteurs de Harare, contraignant les autorités à décréter un état d'urgence sanitaire. Les rassemblements publics à Harare ont donc été interdits jusqu'à nouvel ordre. Les épidémies de choléra sont fréquentes au Zimbabwe où les systèmes de distribution et d'assainissement des eaux sont souvent déficients. En 2008, au moins 4000 personnes étaient mortes du choléra au Zimbabwe. Le sport, c'est dans un instant.
Voilà donc qu'il fait place au sport. Nous retrouvons Johannes Toadou dans un court instant. Johannes Toadou, bonjour. Alors, une nouvelle affaire de corruption secoue le football africain. Un juge central affirme avoir été approché avant un des rencontres, du moins un des matchs du week-end écoulé. Tout à fait, la polémique suite à l'ouverture d'une enquête concernant 2 dirigeants de la Fédération rwandaise de football, FERWAFA, l'arbitre namibien Jackson Pavaza, puisque c'est de lui qu'il s'agit, affirme dans une revue namibienne avoir été approché à Kigali par 2 hommes munis d'une enveloppe marron avant le match éliminatoire de la CAN 2019 qui opposait le Rwanda à la Côte d'Ivoire, et ce pour manipuler le résultat de la rencontre en faveur des Amavubi. Une partie finalement remportée, on s'en souvient, par les éléphants de but contre 1. Jackson Pavaza assure toutefois avoir refusé l'enveloppe et informé la Confédération africaine de football. Ces allégations de corruption font actuellement l'objet d'une enquête de la part de la Rwanda Investigation Bureau qui aurait indiqué avoir déjà mis la main sur 2 personnalités, le secrétaire général de la fédération, Ouazéou François Régis, et le responsable des compétitions, Eric Rouamiriza. Voilà, j'y arrive enfin, qui aurait donc été arrêté. L'information a été révélée par des médias locaux. C'est donc un autre scandale qui éclabousse, on va dire, le football africain en général. On sait qu'il y a quelques mois, la CAF avait fait un gros nettoyage et plusieurs arbitres, notamment ghanéens, étaient tombés. Quand je viens à Métonou, il y avait aussi le président de la fédération ghanéenne de football qui avait pris une lourde suspension de la FIFA cette fois-ci. Mais bon, la fédération rwandaise de football a essayé de se défendre. Elle affirme que c'est plutôt des primes qu'on devait remettre officiellement aux arbitres et que c'est le montant qui ne se sont pas entendus sur le montant, et c'est donc ce qui se serait passé, et que c'était bien sûr quelque chose qu'on ne devrait pas considérer comme une forme de corruption. Un incident mineur. Tout à fait. En Europe, ça se joue, la reprise juste après la trêve, les grosses affiches avec vous. Tout à fait. En première ligue anglaise, on va y aller au pas de charge. Tottenham Hotspur, Liverpool, c'est en ouverture ce samedi à 11h30 GMT. Ensuite, à 14h GMT, Chelsea Cardiff. Vous aurez par la suite, à la même heure, Manchester City Fulham et Newcastle Arsenal. Et puis en clôture, samedi, il y aura Watford Manchester United. Pas de grosse affiche dimanche ni lundi. En Liga espagnole, en ouverture, ce sera ce soir même à 17h GMT, Huesca Rayo Vallecano. Demain samedi pour les grosses affiches, à savoir Atlético Madrid Eibar, Real Sociedad FC Barcelone, Valence Real Betis, Atlético Bilbao Real Madrid. On va à présent du côté de la France, la Ligue 1, en ouverture, Nice-Rennes, ce soir à 17h GMT, Paris Saint-Germain Saint-Etienne à 18h45 GMT, ensuite samedi à 15h GMT, Caen-Lyon, ensuite Toulouse-Monaco à 18h, Serie A italienne, Inter Milan-Parme, c'est à 13h GMT samedi, Naples-Fiorentina à 16h, et puis le dimanche, les grosses affiches, notamment Rome-Chievo à 10h GMT, Juventus-Sassuolo à 13h, Empoli-Lazio à 16h, et puis en clôture, Cagliari-Milan, c'est à 18h30 GMT. Merci donc à vous, Johannes Toadou, pour toutes ces précisions sur les différents championnats européens. Mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est le week-end, mais l'information et l'actualité se poursuivent sur SICA. Et restez donc à notre compagnie. À très bientôt.